C'est l'événement La mort de Naël, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer. Le 27 juin 2023, il est autour de 8h15 lorsque Naël Merzouk, franco-algérien de 17 ans, est tué à Nanterre par le tir d'un policier alors qu'il refuse d'obtempérer au volant d'une grosse cylindrée jaune. Alors que l'enquête débute à peine, les réactions médiatiques s'enchaînent. C'est inexplicable, inexcusable. Et tout s'enflamme, d'abord à Nanterre le 27, puis dans le reste de la France. Le 29 a lieu une marche blanche pour le jeune homme. Plusieurs milliers de manifestants répondent alors à l'appel de sa mère qui demandait même une révolte pour son fils. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Merzouk Naël. On sera tous là. La récupération est de mise, le comité Adama, plusieurs personnalités de gauche et évidemment les élus de la France Insoumise se pressent pour se montrer aux côtés de la famille du jeune homme. La marche alterne entre l'émotion d'une mère en deuil et des scènes qui troublent l'opinion publique. À la fin du rassemblement, des affrontements éclatent puis des émeutes aux airs de révolution touchent tout le pays. Pendant 11 jours, la révolte fait rage. Pillage en masse, incendies par milliers, voitures détruites, commissariats et bâtiments officiels attaqués. En tout, 50 000 émeutiers sèment le chaos dans toute la France pour plus d'1 milliard d'euros de dégâts. Très vite, une première lecture du drame fait porter la faute aux policiers. À partir de la vidéo, certains pensent entendre les policiers crier « shoot-le, shoot-le ». Des témoignages accablent la police, notamment celui d'un ami de Naël présent dans la voiture qui affirme que son ami aurait été frappé par les policiers et aurait ainsi perdu le contrôle de la voiture. Bref, très vite un récit se met en place et fait le bonheur de l'extrême gauche. La police tue. Pourtant, 3 ans après, toujours pas de procès et le policier, d'abord mis en cause pour meurtre, est finalement poursuivi pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais alors qu'a vraiment prouvé l'enquête? La justice a-t-elle subi des pressions? Que s'est-il vraiment passé le 27 juin 2023? Qui était vraiment Naël Merzouk? Nous allons le découvrir ensemble avec William Molinier, auteur de Dernier recours, enquête sur l'affaire Naël. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur VA+. Aujourd'hui, on reçoit William Molinier. Bonjour Gaspard. Bonjour, alors vous êtes journaliste police-justice à Europe 1. Au sein de toutes les affaires judiciaires que vous avez couvertes durant votre carrière, il y en a une qui a particulièrement retenu votre attention, c'est l'affaire Naël, cet adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre le 27 juin 2023. Et vous publiez Dernier recours, enquête sur l'affaire Naël aux éditions Mareuil. Alors, pour commencer, tout simplement, pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de cette enquête? Alors ce qui m'a donné l'envie de cette enquête, en tout cas de compiler, de rassembler tous les éléments que j'avais récupérés dans un livre, on a un peu plus de place, un peu plus de longueur que dans un article de presse ou dans une chronique de radio, c'est le fait que assez rapidement je me suis rendu compte que la version initiale qui avait été installée dans les médias en fait ne correspondait pas aux éléments d'enquête qui avaient été découverts tout au long de l'instruction par les policiers de l'IGPN, la police des polices, mais aussi par tout un tas d'experts qui sont intervenus pendant l'enquête. Alors évidemment aujourd'hui, l'affaire dans la tête de certains peut remonter un peu, hein, tout le monde, toute la France je pense a été très marquée par ce drame. Mais alors dans le livre justement vous retracez aussi un peu minute par minute, seconde par seconde ce qui se passe, qui amène à ce moment fatidique. Si vous devez le résumer un peu, déjà pour le rappeler un peu, ce qui s'est passé, comment vous, voilà, si vous pouvez nous résumer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on est le 27 juin 2023 à Nanterre, donc préfecture des Hauts-de-Seine, dans le quartier du commissariat de l'hôtel de police. 2 motards de la police sortent de leur garage. Et très rapidement, ils voient arriver sur leur gauche une voiture, une Mercedes, grosse cylindrée, jaune, plaquée avec une immatriculation polonaise. D'accord. Et ils voient cette voiture rouler dans le couloir de bus. Un des 2 motards, un des 2 policiers voit des jeunes. Alors, il ne sait pas à ce moment-là qu'ils sont mineurs, mais il voit des jeunes, en tout cas un jeune au volant et des passagers assez jeunes. Et il décide, en tout cas il dit à son collègue, on contrôle. Là les 2 motards remontent la file de voitures, se mettent à hauteur de ce véhicule, demandent au conducteur de se ranger. Et à ce moment-là, le conducteur tourne à gauche, prend une rue en sens interdit. Le refus d'obtempérer est caractérisé. Parce que les policiers ont bien annoncé leur qualité, ils se sont bien fait entendre, voilà. Oui, le refus d'obtempérer commence à partir du moment où on repart à ce moment-là, dès qu'on a eu ces phrases-là, d'accord. Voilà. Et s'ensuivent 2 minutes 40 de course-poursuite en fait, à travers les rues de Nanterre. Il est 8h, il est entre 8h10 et 8h15, donc avec pas mal de monde dans les rues, des gens qui vont
au travail, qui sont sur le chemin de l'école avec des enfants. À plusieurs reprises, ce véhicule donc, qui fuit la police à ce moment-là manque de renverser un piéton, un cycliste. Il y a aussi une embardée de la voiture sur un des deux policiers qu'ils poursuivent. Embardé, ça aurait fait volontairement pour... Ça, ce sont des témoignages. Je n'ai pas vu à la vidéosurveillance, mais c'est plusieurs témoignages, au moins 2, qui disent avoir vu... Hors policier, je veux dire. Hors policier, deux personnes, 2 témoins de la scène, qui disent avoir vu le conducteur faire une embardée, c'est-à-dire donner un coup de volant en direction du motard pour ne pas qu'il le rejoigne. D'accord. Et donc au terme de ces 2 minutes 40, avec des pointes de vitesse à plus de 110 km/h, une moyenne de vitesse autour de 60-70 km/h, donc bien au-delà des vitesses limites autorisées. Cette voiture va être stoppée par les embouteillages matinaux dans une... c'est pas lui qui décide de s'arrêter au bout d'un moment. C'est pas lui qui décide de s'arrêter. Il est arrêté, il est pris en fait dans une file de voitures, des bouchons. Les policiers vont mettre pied à terre. Derrière la voiture, remonter à pied sur la gauche pour éviter de se retrouver dans l'axe de fuite, un potentiel axe de fuite de la voiture. Le premier policier va s'affairer au niveau du conducteur avant et son collègue va se mettre au niveau du pare-brise. Celui qu'on voit sortir l'arme sur la vidéo. Voilà, en pointant Naël, le conducteur donc, de la voiture, en le pointant avec son arme et en donnant des coups de crosse sur le pare-brise pour capter son attention et il leur enjoigne de couper le moteur, de s'arrêter et de sortir de la voiture. À partir de ce moment-là, c'est la vidéo, la fameuse vidéo qui dure 40 secondes et en fait la seule image, la seule vidéo, la seule image qu'on ait de cette intervention de police. Et moi ce que je raconte dans ce livre, c'est qu'en fait on n'a raconté que ces 40 secondes. Et même en réalité, à l'intérieur de ces 40 secondes de vidéo, il n'y a que 7 secondes du moment du tir. C'est-à-dire du moment où la voiture redémarre et où le policier tire. Voilà. Ce que j'essaie de raconter dans ce livre, c'est tout ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire ces 2 minutes 40, qui a été absolument invisibilisé par l'espace médiatique. Mais justement, au-delà de ces 7 secondes qui ont été analysées, suranalysées, on a entendu énormément de choses, alors parfois chacun il a un peu de son commentaire, de son info, de ce qu'il pensait être vrai. Naël aurait été frappé par le policier avant de mourir, les policiers auraient crié shoot-le, shoot-le. Il aurait démarré parfois malgré lui, volontairement, on ne sait pas. De quoi est-ce qu'aujourd'hui, au regard de l'enquête, on peut être sûr sur ce moment clé? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ces 3 idées-là? Qu'est-ce qui est vrai en fait? Alors, prenons sur le shoot-le. Donc effectivement, en fait, il y a une bande sonore qui accompagne cette vidéo qui est diffusée sur les réseaux sociaux. C'est tout le récit en fait médiatique et politique qui au départ en fait ne se base que là-dessus. Et immédiatement, des commentaires arrivent sous cette vidéo avec des gens qui écrivent, ils disent shoot-le, shoot-le, shoot-le. Voilà. Cette bande sonore a été analysée, elle a été augmentée, les niveaux ont été augmentés par les experts gendarmes de l'IRCGN à Pontoise. Qu'est-ce que dit cette expertise? C'est que le terme shoot-le n'a jamais été prononcé. En réalité, c'est le terme coupe-le. Coupe-le à plusieurs reprises, sous-entendu, coupe le moteur. C'est ce qu'expliquera ensuite, en garde à vue, un des 2 policiers. Donc en fait, il me semble que c'est normal d'ailleurs de dire ça en fait. Normalement, le premier truc, c'est coupe le moteur pour pas pouvoir repartir. Voilà. Ce terme-là, en fait, c'est vrai que quand vous écoutez cette vidéo et que vous voyez en dessous des commentaires inscrits shoot-le, vous pouvez entendre. Oui, on se met à l'entendre. On se met à entendre. Il y a plein de. C'est un biais cognitif qui est connu. Maintenant, quand vous re-regardez cette vidéo avec ce terme de coupe-le, vous entendez aussi coupe-le. Ce terme-là n'a pas pu être attribué par les gendarmes, ils ne savent pas qui l'a prononcé, mais en tout cas, voilà, le terme shoot-le n'a pas été prononcé. Autre chose
qui a révélé l'enquête. La première version qui repose, elle, sur le témoignage du passager avant, qui très rapidement sur les réseaux sociaux va donner... Il est en fuite. Hein. D'accord. Et lui, au moment, parce qu'après la voiture redémarre et elle va s'encastrer dans un poteau à quelques dizaines de mètres plus loin, et le passager avant va prendre la fuite. Il sera réinterrogé que 6 jours après, où il se présentera à la police. Mais ce passager avant, sur les réseaux sociaux, dès le mardi soir, donc dès le jour des faits, va donner une version selon laquelle le policier qui s'affairait au niveau de la porte avant Pas celui qui tire, du coup, celui qui conducteur, parle. celui qui, voilà, lui aurait donné des coups de crosse avec son arme dans le visage de Naël, qui aurait perdu connaissance et qui aurait relevé donc son pied de la pédale de frein. Et vu que c'est une voiture automatique, c'est comme ça que la voiture serait repartie. Ça, c'est la version qui s'impose dès les premières heures de l'affaire. Est-ce que les deux avaient réellement sorti leur pistolet à ce moment-là ou... Les deux avaient le pistolet sorti. D'accord. Les deux. Donc ça, c'est quand même vrai en soi, les deux armes sont sorties. Les deux armes sont sorties. D'ailleurs, ça a été reproché effectivement aux collègues du policier qui a tiré, c'est d'avoir... alors il avait le doigt le long du pontet, mais c'est vrai que c'est une technique policière en tout cas qui n'est pas enseignée dans les écoles de police, de rentrer, enfin de mettre son arme à l'intérieur. En fait, lui, ce qu'il cherche, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de trouver le bouton Start and Stop ou une clé. Il ne connaît pas le modèle de la voiture et donc il s'affaire à l'intérieur, il cherche absolument à éteindre. Pendant ce temps-là, Naël fait rien. Voilà. Et alors pendant ce temps, lui, vraisemblablement, ce qu'il raconte, c'est qu'il se débat, voilà, et il capte à un moment donné ses yeux, son visage, et à ce moment-là, le policier se dit, je sais qu'il regarde au loin, les voitures, en fait, le flot de circulation a repris, donc il y a un espace libre, le policier sait que Naël va repartir, en tout cas va chercher à repartir à ce moment-là. Ça, vous l'avez rencontré, de ce policier, celui qui n'a pas... Enfin, pas celui le qui a collègue tiré de l'autre. Florian, de Julien, je l'ai effectivement rencontré. Il continue de travailler, toujours motard de la police. Et celui qui, du coup, voit ce regard et comprend à ce moment-là que ça va pas le faire. Enfin, il va se passer quelque chose. Il comprend à ce moment-là en fait que Naël regarde au loin et que donc il va redémarrer et que et c'est ce qu'il raconte aussi, c'est qu'il voit aussi à un moment donné la main gauche de Naël se positionner en haut du volant, comme pour mettre un coup de volant en redémarrant vers les policiers qui, je le rappelle, eux, sont coincés en fait entre cette voiture, et ça se voit très bien sur la vidéo, et le muret derrière qui se trouve à... selon la reconstitution et les mesures prises, aux alentours d'1,30 m derrière eux. D'accord, donc s'ils redémarrent comme ça, ils les écrasent. Enfin, potentiellement, ils se retrouvent... Potentiellement, avec un coup de volant sur la gauche, il peut y avoir effectivement un policier qui se fait percuter. Lui-même, Julien, peut être entraîné, vu qu'il a passé les bras à l'intérieur du véhicule, il peut être entraîné dans la fuite et se retrouver effectivement coincé. C'est déjà arrivé dans d'autres affaires. Il y a le mot justement mensonge, contre-vérité qui revient régulièrement. Est-ce que c'est donc par exemple ces deux exemples-là dont on a parlé ou c'est autre chose encore ? La contre-vérité, c'est donc il y a cet exemple de la bande sonore. Il y a l'exemple, en fait, donc Naël a volontairement redémarré la voiture. C'est-à-dire qu'il a opéré 4 actions successives et positives pour redémarrer la voiture, c'est-à-dire qu'il a enlevé son pied de la pédale de frein, il a appuyé sur le bouton Start and Stop, il a actionné le levier de vitesse pour se mettre en mode drive, et ensuite il a accéléré. Donc là on est vraiment dans un redémarrage volontaire, et ce n'est absolument plus le cadre du récit initial qui était celui d'un redémarrage involontaire en raison des coups de poing. Il aurait été sonné, et ça encore, ça a été démenti par l'autopsie, qui ne révèle aucune trace d'hématome, aucune trace de coup, alors que dans cette région du visage, notamment au niveau du nez et des tempes, un coup de crosse forcément impacte visuellement la peau. Ça reste marqué. Contre-vérité, et en même temps aussi une récupération d'un tas à la fois politique, avec une gauche et une extrême gauche qui vont instrumentaliser très vite cette histoire
en plaçant les policiers, quasiment en les murant dans une image de meurtrier. Et ça continue encore aujourd'hui. Je lisais il y a quelques jours Oui, il y a eu un des hommage tweets. Il y a quelques jours, là, je crois. Un rassemblement, Oui, c'est ça. effectivement, à Nanterre. Et je lisais des tweets de députés insoumis qui, à nouveau, disaient que c'était l'affaire d'une mise à mort à bout portant par des policiers meurtriers. Donc on est encore dans ce récit, malgré un certain nombre d'éléments qui viennent pendant l'enquête depuis 2 ans et demi, qui ont démenti cette version-là. Par rapport à ce député là qui, du coup, il y a quelques jours, tweet mise à mort, alors même qu'aujourd'hui, la justice ne sait pas encore comment classifier, comment qualifier voilà, ce qui s'est passé. D'abord, le policier a été poursuivi pour meurtre, finalement poursuivi pour, actuellement en tout cas, coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. De son côté, la défense du policier souhaite que le tir soit considéré comme légitime, donc qu'il n'y ait pas de procès, qu'il ait agi dans son droit, en fait. Et le parquet, du coup, contre le policier, souhaite quant à lui que les poursuites soient changées en homicide volontaire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait? Ouais. Non, mais vous avez raison de pointer ça. On pourrait dire qu'il y a quasiment autant de façons de voir l'affaire qu'il n'y a de juges et de professionnels du droit. En réalité, il y a deux questions juridiques qui se posent. D'abord, la question de la qualification des faits. Est-ce que c'est un meurtre ou est-ce que ce sont des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner? La justice doit se prononcer là-dessus, doit qualifier, c'est le premier rôle de la justice, c'est de qualifier des faits. Les juges d'instruction considèrent que c'est un meurtre, que c'est un homicide volontaire. Comment, en droit, ils font ce raisonnement et cette démarche-là? C'est-à-dire que pour prouver l'intention homicide, généralement, les meurtriers ne disent pas « je vais te tuer » et il n'y a pas de propos ou de mots, mis à part peut-être pour des terroristes. Donc il faut réunir toute une série d'indices, d'un faisceau d'indices, faisceau de présomptions, ce qu'on appelle comme ça en droit, qui vont montrer que le policier, en tirant, ne pouvait pas ne pas ignorer qu'en tirant, il allait tuer Naël. Et donc, il y a tout un tas d'éléments sur lesquels vont se reposer donc les premiers juges, les juges d'instruction, pour qualifier ça en meurtre. Derrière, il y a un appel, ça part devant d'autres juges, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles. On peut faire un appel juste pour la qualification, en fait, oui. Déjà, avant même qu'il y ait quoi que ce soit. Voilà. Donc ça part devant devant les juges d'appel à Versailles, qui, eux, sur la qualification des faits, ne lisent pas les faits de la même façon que leurs collègues de première instance, et eux estiment que ce sont des coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ce qu'on appelle, on appelle ça, sous le registre, des coups mortels. Florian il considère que Florian, donc le policier, n'a pas eu l'intention de tuer Naël, qu'il y a plusieurs éléments qui viennent à décharge, c'est-à-dire que par exemple, il visait à l'origine plus bas que dans la zone létale du thorax, et c'est le redémarrage en fait de la voiture qui a pu faire dévier son tir et relever son tir dans cette zone-là. Voilà, il y a tout un tas d'éléments qui leur permettent de qualifier ces faits comme ça. Et ensuite, une fois qu'on a qualifié de la façon dont on pense ces faits-là, la question de la légitime défense et du tir légitime. Ça repose sur 2 textes. Donc, le premier texte sur la légitime défense, il faut remplir un certain nombre de critères, et un deuxième texte qui date de 2017 sur l'usage des armes des policiers sur les véhicules en mouvement qui refusent d'obtempérer. Ce que dit le policier depuis le début, c'est que quand bien même ces faits sont appréciés en meurtre ou en coup mortel, de toute façon, mon tir était légitime parce que je remplis tous les critères. Et les deuxièmes juges donc de la cour d'appel, eux vont lui reconnaître qu'effectivement, il y a un certain nombre de critères qui ont été remplis, notamment la proportionnalité, c'est-à-dire que face à une voiture qui refuse d'obtempérer et qui redémarre, pour la stopper, il n'a que son arme qu'il peut utiliser à ce moment-là. En revanche, ils vont dire, donc certes, il ne pouvait pas faire autrement qu'utiliser son arme, mais il n'était pas absolument nécessaire
de tirer à l'intérieur de l'habitacle. Ah, il aurait pu viser les pneus. Il quelque aurait chose pu d'autre. viser les pneus, le bloc moteur, ce qui, moi, à mon sens, est un argument qui peut être contesté par plein de choses. Notamment, il n'a jamais été prouvé qu'en tirant dans les pneus, un véhicule s'arrêtait. Encore aurait-il fallu qu'il puisse, à ce moment-là, tirer dans les pneus dans la façon dont Ça il fait un était peu film positionné. quand on. Voilà, ça fait Ouais. un peu film. Et d'ailleurs, c'est pas du tout enseigné en école Non. de police. Les pneus, il y a tout un tas, surtout ce type de voitures, sont équipés de ce qu'on appelle de run flat, qui permettent en fait à des véhicules de rouler même avec des crevaisons pendant plusieurs kilomètres. Et le bloc moteur, c'est plutôt bien fait une voiture, encore plus dans ce type de voiture, D'accord. c'est que les organes vitaux, j'allais dire, de la voiture sont plutôt bien protégés par de la carrosserie. Oui. Donc il faut savoir vraiment à Puis, quel on parle d'un endroit il pistolet, faut c'est pas tirer. non plus un Voilà. calibre de guerre, enfin C'est quelque un chose qui 9 peut traverser tout. mm, Voilà. voilà. Oui. Même si effectivement, hein, c'est une arme létale Oui, oui. et à cette distance-là, évidemment, ça provoque l'effet recherché. Et du coup, normalement, là, ça devrait Et donc, rester sur. Enfin, où est-ce qu'on va là? voilà, donc là on en est au deuxième niveau, il y a une troisième voie de recours, donc là il y a le policier, mais aussi le parquet général qui ont formé un pourvoi en cassation D'accord. devant donc la chambre criminelle de la Cour de cassation qui va à nouveau devoir, en dernier recours, se prononcer sur la qualification des faits. Voilà, la qualification des faits, est-ce que c'est un meurtre, est-ce que ce sont des coups mortels, et s'interroger et trancher sur est-ce que le tir était légitime. Voilà. Si pour la Cour de cassation tout est rempli, il n'y aura pas de procès. D'accord. En revanche, si le tir n'est pas légitime, parce qu'il ne respecte pas tous les critères, eh bien, il y aura un procès et ce sera soit devant la cour d'assises, soit devant la cour criminelle. Et ça, ce sera en fonction de la façon dont aura qualifié les D'accord. faits la cour de cassation. Si c'est un meurtre, ce sera devant la cour d'assises. Si ce sont des coups mortels, ce sera devant la cour criminelle départementale. Mais est-ce que jusque-là, le chemin judiciaire, disons, il est classique pour une affaire de policier qui tire sur quelqu'un, de légitime défense, ou déjà c'est particulier? Parce que j'ai pas souvenir, moi en tout cas, d'avoir vu beaucoup de policiers mis en cause pour meurtre dans le cadre d'une légitime défense. Enfin, c'est-à-dire qu'il y ait une enquête et pour déterminer si ça l'est, oui, c'est normal, mais souvent ça s'arrête là. Il y a eu des précédents, c'est pas la seule D'accord. affaire dans laquelle un policier est poursuivi pour meurtre. La question que vous posez, en fait, c'est la question d'une justice qui a-t-elle été sous pression ou est-ce qu'elle a Bah, pu oui. Avec tout se cet emballement dérouler de médiatique façon... autour, Voilà. etc., on se demande, voilà, est-ce que là, ils auraient pu, dès la première année, dire, bon, en fait, non, c'est la légitime défense, on oublie. La justice n'est pas qu'un code pénal, c'est pas que l'application stricto sensus d'un code pénal, et que c'est avant tout une volonté, et cette volonté-là, elle a été matérialisée en fait très rapidement au moment où le juge des libertés et de la détention a choisi, a eu la volonté de placer en droit, c'est absolument impeccable, il n'y a pas de sujet sur l'application du droit, mais c'est une volonté de l'avoir placé en détention provisoire pendant 5 mois. Et à ce moment-là, en fait, on est le jeudi, il y a au moment où le juge de la liberté et de la détention prend cette décision-là, depuis son bureau, Florian, et donc le juge aussi, voit à travers les vitres donc, du palais de justice les effluves de fumée des émeutiers dehors à Nanterre. À ce moment-là, la marche à l'appel de la mère de Naël, Toute la scène avec la moto, etc., c'est la grande marche, la première. la première grande marche à l'appel, donc c'est la mère de Naël, qui, dès le mardi soir, en fait, sur une vidéo, sur les réseaux sociaux de Assa Traoré, diffuse une vidéo et appelle à, je cite, une révolte pour mon fils. À ce moment-là, le jeudi après-midi, au moment de prendre sa décision, le juge voit les émeutiers dans la rue directement sous ses fenêtres. Ça a un impact direct. L'autre pression exercée, c'est évidemment le lendemain des faits, il y a un micro tendu d'Emmanuel Macron, le président de la République, à Marseille, parce qu'il est en déplacement sur les sujets de criminalité organisée. Et Emmanuel Macron va qualifier cet acte d'inexplicable, d'inexcusable. Inexplicable, je pense qu'on est sur le domaine de la moralité, du moral, le domaine moral.
Inexcusable, on rentre dans le domaine juridique. Ouais. Inexcusable, si c'est inexcusable, c'est qu'il est coupable. Et donc il doit être condamné. Il y a Et pas donc de... il ouais. doit être condamné, donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Ouais. Pour la personne la plus haut placée. Ça, pour vous, c'est une erreur de la part de Macron dans tous les cas. Je veux dire, toute autre chose nulle part ailleurs. Il ne devrait pas se prononcer 24 heures après, on ne sait même pas vraiment ce qui s'est passé. Bah, oui, je pense que à ce moment-là, c'est-à-dire que l'intention, je la comprends, elle est louable. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu des émeutes la veille au soir, ça a déjà commencé à mettre le bazar un peu partout. Alors c'est cantonné à Nanterre et les villes environnantes, mais il y a des dégradations, des pillages, ça commence à prendre. Et donc l'intention au départ du chef de l'État, c'est de calmer et d'appeler au calme. Et donc il se dit en disant que voilà, c'est inexplicable, Tant inexcusable. pis, on sacrifie le policier, c'est OK. Et en fait, ça a l'effet complètement inverse. Ouais. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui s'est passé, ça a été bien pire, ça a duré 6 jours, 6 nuits d'une intensité... 2500 bâtiments brûlés, plus d'1 milliard de dégâts, je crois. Enfin, on est sur des chiffres colossaux. Ouais, inégalés. Ce sont des émeutes sous la 5e... Enfin, depuis 68, dont on n'a jamais connu. Cette parole-là a eu l'effet inverse escompté, ça a été en fait de légitimer la colère et donc les émeutes. Oui, c'est un crime, donc presque pas vengez-vous, mais enfin, allez-y, quoi. Dans la tête des gens, ça a pu être comme ça. Ça a pu être perçu comme ça. Il y a eu quand même les émeutes de 2005 qui ont été très importantes après la mort de Ziad et Bouna, pardon. Mort, je crois, après un contrôle police dans un hangar électrique. Un transformateur EDF. Voilà, un transformateur EDF. D'ailleurs, les policiers, je crois, n'ont pas été condamnés dans cette affaire, finalement. Oui, bien sûr. Comme Adama Traoré, d'ailleurs, récemment. Qu'est-ce qui a changé entre 2005, où là, il y a 3 semaines d'émeutes, mais elles sont moins violentes, semble-t-il, et en gros, 20 ans après, quasiment 20 ans après, les émeutes de Naël. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est enflammé en 2005 C'est les quartiers, les cités, des grosses métropoles, des gros endroits chauds du territoire. Là, en 2023, post-Naël, ça a été beaucoup plus parsemé sur le territoire, avec des communes beaucoup plus petites qui ont été elles aussi touchées. Et surtout, moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental qui a peu été analysé a posteriori, mais qui est, me semble-t-il, très inquiétant. C'est pour la première fois, les émeutiers sont sortis de chez eux, sont sortis de leur quartier. Pour la première fois, ils sont allés casser dans les centres-villes, dans les quartiers bourgeois. Ils sont allés piller des magasins en dehors de leur quartier. Et c'est de mémoire de faits diversiers, entre guillemets, inédit. La première fois qu'il s'est passé. C'est dû à quoi, ça ? C'est une haine qui est beaucoup plus importante, c'est une pauvreté, c'est un surnombre. Quand on regarde les personnes qui ont été poursuivies derrière par la justice dans les émeutes, on voit que 50% de ces personnes ont été poursuivies pour globalement une délinquance d'appropriation, c'est-à-dire des vols, des pillages, des cambriolages. Voilà. Et donc, en fait, il y a une délinquance d'appropriation qui s'est jumelée en fait, aux émeutes, et donc ils sont allés chercher là où il y avait des choses à voler, c'est-à-dire dans les quartiers plus riches, où il y a des centres commerciaux, dans les centres-villes. Ça s'est poursuivi, ça a été peu raconté, mais ça s'est vu notamment lors du sacre du PSG, c'était l'année dernière, à Paris, où il y a eu donc, une émeute, ou en tout cas des débordements très importants à Paris. Et on a observé que pendant ces débordements-là, certains supporters, en tout cas personnes qui étaient venues ce jour-là dans les quartiers où il y avait le bazar, avaient été montés dans les étages d'appartements haussmanniens pour commettre des cambriolages, des homejacking, voilà. Et est-ce que ces jeunes qui ont été arrêtés, enfin c'est plutôt des jeunes en général au moment des émeutes, c'est des jeunes entre guillemets proches de Naël qui peuvent s'identifier à Naël, c'est-à-dire issus de l'immigration, milieu plutôt défavorisé, etc. Ou en fait ça touche vraiment de tout, et il y a même plus ce côté pour notre frère entre guillemets. Alors ça c'est sur les motivations des passages à l'acte et des émeutiers. Ça devient un prétexte, Naël ? Alors, il y a eu une inspection qui a été demandée après les émeutes, inspection de la justice et inspection de l'administration, qui a fait un rapport assez succinct en fait sur
sur un panel de mise en cause assez resserré, mais il y a un chiffre intéressant, je trouve, dedans, c'est que seulement 8%, 8% des gardés à vue invoquent la motivation autour pour venger Naël, ou D'accord. invoquent en fait cette raison, La mort de Naël, quoi. la mort de Naël. Sont les autres? Tous les autres n'expliquent pas ça par ça. Il y en a qui disent on est venu par l'effet de meute. On a suivi des Après, ils potes. sont tous dans une logique aussi, en comparution immédiate en plus, dans une logique de défense et donc d'atténuation des Oui. faits. Et voilà. Mais je trouve que ce chiffre de 8% en fait raconte bien un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que certes, peut-être localement à Nanterre, il y a des gens qui sont Oui, allés qui étaient vraiment touchés dans leur chair. Ouais. qui sont allés se venger, avec en tout cas cette motivation-là. Mais dans l'immense majorité ailleurs en France, ça n'a pas été le cas. Et on a très peu, en fait, débriefé et décortiqué cette séquence par la suite, parce que y a pas mal de policiers que j'ai rencontrés et que je cite dans le livre, évidemment en off, sans donner leur nom, mais non pas qui se plaignent, mais qui regrettent l'après-Naël, c'est-à-dire ce moment où en fait les policiers et les gendarmes auraient pu cartographier, faire une sorte de photographie de l'ensemble des quartiers de France où il y a eu des émeutes, en allant interpeller, en poursuivant en justice, pour connaître les liens entre les familles, ceux qui sont... pourquoi, et pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a... c'est le chiffre qui est donné, c'est 50 000 émeutiers pendant cette séquence. Et ça n'a pas été fait parce que voilà, il y a eu l'été, et après tout le monde à Beauvau a été obnubilé par... la préparation des Jeux Olympiques, et donc ça a tout balayé, c'est passé à la trappe, quoi. Mais alors justement, sur les policiers, il y a un avant, un après, même sur le fait d'oser tirer, sur comment ils ont vécu, parce qu'on parle beaucoup des émeutiers, on parle des proches de Naël, mais les flics eux-mêmes, les policiers, je veux dire, dans l'ensemble de la France, ils ont vu un de leurs collègues aller en prison, ils comprennent pas ce qui se passe, est-ce qu'il a tiré, est-ce que c'est un meurtrier, qu'est-ce qu'on ressent quand on est un policier à ce moment-là? J'ai été assez étonné d'entendre certains policiers dire très rapidement, mais il a fait n'importe quoi, le collègue. C'est-à-dire que y a un certain nombre de policiers aujourd'hui en France qui se disent mais pourquoi risquer tout ça? Pourquoi poursuivre des voitures qui refusent d'obtempérer pour derrière être lâchés par la justice, être lynchés par les médias? À quoi ça sert tout ça? Il y a déjà une forme de renoncement, et je pense qu'avec l'affaire Naël, ce renoncement-là s'est décuplé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de policiers qui vous disent mais moi, en fait, je tourne la tête, je ne veux pas y aller et je n'y vais pas. Il y a trop de risques juridiques, il y a une incertitude juridique. Et je risque de devoir tirer un si j'y vais, et je veux pas vivre juridique, ça, et quoi. je veux pas me mettre dans cette situation-là. Ce qui pose évidemment pour nous, citoyens, c'est inquiétant, une question très inquiétante, c'est-à-dire que est-ce qu'on est réellement protégé par les policiers? Je trouve que c'est très inquiétant, et on ne se pose pas beaucoup cette question-là. Ouais, c'est pris en compte. Enfin, ça, je veux dire, ça s'est remonté. Si vous êtes au courant, je me permets de penser que au ministère de l'Intérieur et tout, ça a dû quand même se laisser entendre. Et il change rien. Il n'y a pas une volonté de rassurer. En les fait, policiers. la hiérarchie policière, elle est un peu prise entre deux chaises. C'est-à-dire qu'elle sait à la fois qu'il y a un inconfort juridique, qu'il y a un problème juridique sur ces sujets de refus d'obtempérer, et en même temps, elle est prise par l'obligation de protéger ses agents et ses policiers, et donc de leur dire, surtout, ne prenez pas de risques. Quand bien même, c'est ça qui, dans cette histoire, est assez inquiétant aussi, c'est que quand bien même, à la fin des fins, Florian est innocenté, c'est-à-dire qu'il n'a rien à se reprocher, il a tiré dans le cadre de la légitime défense. Quand bien même cela lui est acté à la fin des fins, est-ce que vous seriez, vous, prêt, en tant que policier, à prendre le risque de passer par toutes les épreuves qu'il a endurées? Non, personne ne veut prendre ce risque-là. Le mal est déjà fait. Depuis l'affaire Naël, il y a quand même d'autres personnes qui sont mortes suite à des tirs de policiers, y compris dans des cas, il me semble, de refus d'obtempérer. Ça n'a pas pris le même emballement. Il y en a quand même où ça se passe bien. Enfin, bien. Je veux dire, pour le policier, où je veux dire, c'est rapidement prouvé que c'est une défense, ça va. Tout se passe bien, ou c'est quand même maintenant à chaque fois l'enfer? À chaque fois qu'un policier tire, il y a une frange de la population et une frange de politique qui réclame immédiatement des comptes et mettent au pilori le policier qui a tiré.
Alors qu'on lui réclame des comptes, qu'on se pose la question de est-ce qu'il a tiré dans le cadre de la légitime défense, ces questions-là juridiques, que l'enquête... Ce qui vaut pour tous les citoyens d'ailleurs. Ce qui vaut, voilà, oui, ce qui vaut, oui, pour tous les citoyens. Mais pour le policier, c'est cette notion de placement en détention provisoire. C'est-à-dire qu'il a quand même fait 5 mois en détention provisoire. Et effectivement, vous avez raison, tous les sujets, toutes les affaires de refus d'obtempérer, d'usage d'armes lors d'un refus d'obtempérer ne créent pas des émeutes et ne créent pas le bruit et la récupération politico-médiatique qu'on a eu dans l'affaire Naël. Mais maintenant, les policiers savent que c'est possible. Et donc, il y a ce doute qui, je pense, est chez un grand nombre de policiers de voie publique. Et ce qui est inquiétant aussi, c'est que ce doute-là, surgisse au moment d'agir, au moment de prendre la décision, c'est de ne pas utiliser son arme parce qu'il a ce doute-là qui est en tête et que en fait ce soit déjà trop tard. Dans le même temps, c'est ça, il y a aussi quand même beaucoup de policiers blessés par des refus d'obtempérer ou des gens qui ont perdu la vie suite à un refus d'obtempérer ou ce que craignaient les policiers, j'ai l'impression, sur Naël, justement que la voiture continue, écrase quelqu'un, écrase un des policiers. Et ça arrive aussi et de plus en plus. Donc, il y a un moment donné, la question va se poser. Pour revenir vraiment sur le cœur de votre enquête, vous avez rencontré, et on a pu en parler là, beaucoup de personnes proches de l'affaire en règle générale. Est-ce qu'il y a un témoignage, une rencontre qui vous a particulièrement marqué ? C'est la rencontre avec Julien, le collègue du policier, qui lui raconte bien un peu ça aussi, cet avant et cet après. Parce que oui, lui aussi, sa vie a changé. Sa vie a changé et il raconte comment, mais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que lui, il a le réflexe du policier, le flair du policier. C'est lui qui dit on contrôle dès le départ. C'est pas Florian qui choisit de... Non, c'est lui qui dit on contrôle. Et du coup, c'est dur aussi à vivre pour lui parce qu'il éprouve une forme de double culpabilité, à la fois évidemment pour Naël, la mort du jeune garçon, et aussi pour tout ce qui arrive pour son collègue, parce que c'est lui qui dit au départ on contrôle, même s'il avait toutes les raisons. Il se serait rien passé, oui, voilà, mais même s'il avait toutes les raisons, les bonnes raisons de contrôler cette voiture. Et lui raconte bien, oui, ce moment où aujourd'hui il est toujours en fonction, il est motard. Il arrive toujours à travailler réellement. Il travaille toujours armé. Et il a encore effectivement ce réflexe. Il raconte par exemple un refus d'obtempérer qu'il voit sous ses yeux. Après, du coup, il y a quelques semaines, quelques mois, là. Et en fait, il a déjà la main sur la clé de la moto pour redémarrer et partir. C'est comme ça qu'on lui a enseigné la police. C'est son travail. Et son collègue qui lui dit non, c'est bon, laisse partir. J'ai relevé la plaque, on verra plus tard. Parce que dans ces cas-là, en général, on ne retrouve pas la voiture. On ne retrouve jamais la voiture, ou en tout cas, si on la retrouve, c'est très compliqué derrière de dire, parce qu'on n'est plus dans le cadre de la flagrance, donc c'est très compliqué de dire oui, il y a 3 mois, je me souviens, il a fait... Bon, voilà. Voilà, on en est là sur son état d'esprit et cette rencontre m'a beaucoup marqué. Et là, on parle beaucoup de lui sans en parler. Je parle de Naël. On le prononce tout le temps. On parle du fait qu'il est mort. Il avait 17 ans. Est-ce que, au vu de l'enquête, au vu de ce qu'on a appris depuis, on peut vraiment parler d'un petit ange En fait, qui est ce jeune homme de 17 ans qui a perdu la vie ce jour-là ? Alors, petit ange, vous savez, c'est Kylian Mbappé qui l'a qualifié comme ça et qui l'a qualifié comme ça le lendemain dans un tweet. C'est vrai que Naël, on le connaît peu parce qu'il est connu à travers l'enquête par les déclarations de sa maman, par les déclarations de son entourage, en fait, de la famille endeuillée. Et on le connaît essentiellement par son pédigré policier. Il n'a jamais été condamné, son casier judiciaire est vierge, mais les policiers ont déjà eu... affaire à lui. Et, oui, ils le connaissent quand même. Voilà. Oui, il y a une quinzaine de mentions à son traitement des antécédents judiciaires. Il a déjà commis 4 refus d'obtempérer, dont le dernier remonté à quelques jours seulement avant les faits de juin 2023. Et je pense que c'est un peu une zone d'ombre dans cette enquête qui a... C'est bien, d'un côté c'est bien, elle a duré qu'1 an cette enquête, donc la justice elle est très vite. Que 1 an, ça paraît déjà énorme. Par exemple, Ziad Ebouna, c'est 10 ans.
D'accord. Voilà. Ok. C'est pour faire une comparaison entre Non, mais c'est deux bien que pour les dossiers. gens aussi comprennent à quel point ça peut être. Parfois, on se plaint que ça n'arrive pas assez vite, mais en Un fait, an, un an, c'est déjà honnêtement, pas dans mal. ce genre d'affaires, D'accord. elle est allée vite. Pas trop, peut-être trop vite. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais en tout Mm. cas, voilà, il y a des zones d'ombre. Je trouve que les policiers ne se sont pas assez intéressés, par exemple, oui, à Naël, à son environnement, à l'endroit où il a grandi. On est quand même, on est dans un endroit quand même très criminogène avec C'était Picasso, non? Cité Ouais. Picasso, Berthelot, où il y a des trafics de stupéfiants. La voiture jaune plaquée polonaise, on en Ouais. revient. Pourquoi est-ce qu'elle est plaquée polonaise, cette voiture? Parce que elle est louée Mm. et souvent, régulièrement, ce type de bolide plaqué polonais sont utilisés pour des go-fast ou des trafics de stupéfiants parce que l'identification en fait est très compliquée. Et D'accord. les policiers ont eu du mal c'est-à-dire que Naël, par exemple, comment est-ce qu'il se retrouve au volant de cette voiture? En fait, en réalité, il y a un propriétaire polonais qui n'est pas en France, qui n'a jamais Ouais. été interrogé, qui lui, c'est le propriétaire de la voiture, qui est loué à un loueur, petite entreprise D'accord. à Pablo Picasso, d'un loueur de voiture, qui va la louer donc à une personne, qui va la prêter à une autre personne, qui va la confier à Naël. Donc Naël, en Ah oui, fait, se d'accord. Donc il y a retrouve, tout. il y a une D'accord. ribambelle, une espèce Mm. de Dernier cascade en maillon de la chaîne, responsabilité. d'accord. Naël arrive au 5e échelon, et en fait, tous les échelons au-dessus n'ont vraisemblablement pas été inquiétés par la justice. On peut se demander quelle responsabilité vous pourriez avoir en laissant Ouais. à 7 heures du matin un véhicule de ce type qui ne vous appartient pas à un jeune mineur Mm. qui n'a pas son permis de conduire. Voilà. Ouais. Non, c'est sûr. Mais alors, justement, il y a donc Naël. Bon, alors malheureusement, on n'en sait pas beaucoup plus. Alors, on voit qu'il n'est pas parfaitement clean, qu'il y a des choses, voilà, évidemment, rien qui méritait la mort. Oui, oui, Euh, c'est une entrée dans l'indélinquance. Voilà. C'est pas un délinquant Oui. chevronné. Il vient tout. Il a 17 ans. Mm. Il y a cette voiture qui tourne depuis, qui passe de main en main depuis un certain nombre de jours. D'ailleurs, il y a des gens hein, qui ont fait des lettres au commissariat de Nanterre pour se plaindre, des habitants du quartier, pour se plaindre de ce type de voiture qui tournait déjà depuis D'accord. 48-72 heures régulièrement dans Nanterre, qui allait trop vite. Ces jours-là, il les faisait juste pour s'amuser ou il transportait des choses? On ne sait pas. Il n'y a Ouais. aucune substance de stupéfiant qui a été retrouvée dans la voiture. À l'autopsie, Naël n'avait pas consommé ni d'alcool ni de stupéfiants. Cette voiture donc n'avait pas Il y a l'enquête pas de but. Oui. n'a pas pu le démontrer. En revanche, ce qu'elle a démontré, c'est qu'elle a tourné de main en main et qu'elle a roulé très très vite dans tout l'ouest de la banlieue D'accord. parisienne. Puisqu'on la retrouve aussi dans d'autres villes un peu plus loin, dans le 78, D'accord. sur la 86. Donc voilà, elle tourne et elle va vite. Une sorte de rodéo qui se passe de main en main. Ouais. Et on a parlé de Naël, mais il y a aussi cet entourage autour de lui. Moi, j'avais couvert pour Valeurs Actuelles un des hommages il y a 2 ans, donc à Nanterre, qui refait globalement le trajet en fait de qu'a fait la voiture avant de s'arrêter et voilà, de se faire tirer dessus. Il y avait sa mère, il y avait beaucoup d'élus de gauche, notamment LFI, mais il y avait aussi la population qui était là. Et il y avait en fait un mélange assez compliqué à définir où il y avait à la fois des personnes assez âgées, plutôt issus de l'immigration, mais voilà, un peu traditionnels, qui étaient là, qui tenaient un peu les jeunes parfois. Il y avait quelque chose d'un peu moralisateur. Il y avait des jeunes qui passaient avant de retourner au travail, c'était vers 15 heures. Et il y avait aussi, pour le coup, des profils un peu plus différents, de jeunes encagoulés, l'air assez agressif, en Y sur des scooters devant la banderole. Certains qui ont d'ailleurs voulu à ce moment-là m'agresser et qui, justement, un plus âgé, les a retenus, mais parce que je filmais pour le média. Et tout de suite, c'est on va te niquer ta mère, etc., etc. Quel est ce mélange, en fait, avec des gens, Adama Traoré d'ailleurs au milieu? Enfin, il y a un moment, on ne comprend pas très bien qui vient à ce genre de choses et pourquoi, qui a été touché par cette mort. C'est pour tirer un fil, si vous me le permettez, sur ce qui s'est passé aux dernières municipales en France, avec des maires qui ont été élus sur l'idée, parce que c'est dans leur programme,
sur l'idée que la police tue et que la police est l'instrument, en tout cas le bras armé raciste d'un État qui discrimine. D'accord. Et en fait, tout ça, vous l'avez dans l'affaire Naël. Je pense qu'il y a, au moment de l'affaire Naël, une sorte de laboratoire de conjonction d'intérêts entre les collectifs anti-flics qui grenouillent autour de la famille et qui vont très rapidement mettre la main sur la mère de Naël, une ultra-gauche qui va souffler sur les braises, qui va essayer d'alimenter, en tout cas, c'est documenté dans le livre, l'ultra-gauche, il y a eu des profils connus, fichés de cette mouvance qui se sont retrouvés sur les lieux des émeutes. Qui vont profiter pour faire avancer leur propre agenda. Voilà, leur propre agenda politique. Et une extrême gauche et une gauche républicaine qui, en deuxième ou troisième rideau, vont récupérer une forme d'organisation autour de tout ça pour porter un message politique. Et ça, en fait, tout ça, vous l'avez au moment de la marche, la première marche le jeudi, dès le jeudi, à l'appel de la maman de Naël. Et ces scooters dont vous parlez, et que vous avez retrouvés 2 ans après, 2 ans après, on les retrouve aussi ce jour-là, déjà en queue de cortège, vrombrissant, et c'est les gamins de la cité, en fait. C'est les jeunes de la cité Berthelot et de Pablo Picasso. Mais à ce moment-là, j'avoue que c'était assez saisissant. Je pense que, c'est ce qui. Après, il y a eu les émeutes juste derrière, donc évidemment, ça a donné une autre lecture. Mais beaucoup de Français ont eu un peu l'impression de voir deux France à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a la mère de Naël qui fait vombrer une moto pendant la mort de son fils, d'air un peu hilar. C'est une scène très étrange. D'un côté, une mère blessée, réellement meurtrie. Et légitimement en colère. colère. Légitimement, évidemment en colère, demandant justice, voulant comprendre ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'on revoit d'ailleurs 2 ans après. Moi, quand j'y étais, c'était pareil. Il y avait à nouveau ce genre de scène où elle prenait la parole, elle expliquait, mais en gros, qui n'a jamais conduit sans permis ? On fait tous des conneries. La plupart des gens ne conduisent pas sans permis, je pense quand même. D'un coup, il y avait une prière d'imam, parce que Naël était musulman, jusque-là, il n'y a pas de problème, mais en le faisant sur des énormes haut-parleurs, au milieu de Nanterre, avec un énorme rassemblement, avec des jeunes d'un coup violents, d'un coup des gens pacifiques. Ça fait un mélange très étrange. Mais et ça a perturbé aussi les gens, en fait. Où est-ce qu'on va ? Il n'y a pas une marche blanche pacifiste. On pense à la mort de Thomas à Crépol. C'est pas le même rapport d'un coup. C'est pas la même marche. Non. Non. Oui, non, mais vous avez raison. Il y a en fait pourquoi est-ce que ça agrège tant de personnes en fait différentes au même endroit ? Mais c'est justement la force de ce que je pense qui s'est passé à ce moment-là sur ce laboratoire d'une conjonction d'intérêts et de personnes qui viennent même de milieux différents. C'est-à-dire que vous aviez à la marche de Naël toutes les nuances de gauche, du PS jusqu'à la LFI, en passant par les écologistes, les communistes, qui sont quand même sociologiquement aussi des gens différents, mais qui vont rassembler en fait et qui vont trouver un étendard. Et ce qu'on ne leur reproche jamais, mais ce qui est toujours reproché aux victimes, type Crépol, type voilà, c'est quand même, il y a une récupération là d'une colère et d'un fait dramatique de la mort d'un jeune de 17 ans. Ça, on ne leur reproche jamais. Et pourtant, eux ont le droit de le faire. Voilà. Et mais au-delà de, pour revenir sur ce qui s'est passé concrètement, à vous entendre, donc là, on a traversé un peu toutes les parties de ce dossier. Sur l'affaire purement juridique, pour sortir du côté politique, entre guillemets, au regard de tous les éléments que vous avez eus, de toutes les personnes que vous avez rencontrées, pour vous, en gros, le policier est coupable ou non, quoi, en fait ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ressentez en vous disant, pour moi, je pense que... Je peux pas dire s'il est coupable ou pas, ça, c'est pas mon rôle, non, c'est à la justice de le faire, et d'ailleurs, je pense qu'elle le fera, elle tranchera, et tout le monde, au final, respectera ça. Même les gens qui ont récupéré ça, ils arrêteront. Parce que Adama, par exemple, Traoré, les policiers ont été... c'est souvent l'argument. Il n'y a pas eu de débordement. Non, mais ils disent en tout cas que c'est pas vrai, et que c'est une injustice. Ils peuvent le dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'émeute. Il n'y a pas de problème d'ordre public parce que la justice rend à la fin une décision.
Et elle le fera. Maintenant, si la question, c'est moi ce que j'en pense, moi, mon intime conviction, si j'avais à me mettre dans la tête d'un juré, ce que je ne suis pas et ce que je ne Non, non, serai mais il n'y a pas, pas de... Évidemment. mais moi, mon intime conviction, c'est effectivement, à la lecture de l'enquête, c'est que ce policier n'est pas un meurtrier. Ce policier n'a pas tiré avec l'intention de tuer ce jeune garçon. Ça me semble être une évidence. Sur la question du tir légitime, ça c'est un débat de juristes. Moi je suis convaincu qu'il remplit un certain nombre de critères. Est-ce qu'il les remplit tous? Je ne sais pas. Mais je trouve que ça doit nous questionner sur qu'est-ce que nous collectivement on est prêt à donner comme violence aux policiers. C'est-à-dire que les policiers, quelle violence on peut leur conférer pour nous protéger, nous. Et je ne parle pas de force, parce que pour protéger les gens, de fait, les policiers et les gendarmes doivent avoir des gestes violents. C'est-à-dire une interpellation, c'est pas monsieur... alors dans le meilleur des cas, le monsieur s'arrête et donne ses mains et on lui met les pinces. Ça, c'est dans le meilleur des cas, mais dans 90% des cas, ça ne se passe pas comme ça. C'est cette question un peu qui doit tous collectivement nous interroger et qui, je pense, n'a pas été questionnée et aurait dû être questionnée après cette affaire-là. Vous vous attendiez il y a 3 ans, ou il y a 3 ans à peu près, quand l'affaire éclate, à ce que ça prenne de telles proportions? Alors à ce moment-là, vous n'étiez pas en France. Non. Ce que vous écrivez dans l'introduction, vous êtes en Italie. Bon, bah, vous recevez les premiers SMS, il y a je sais pas, l'AFP qui sort quelque chose, un tweet. Ça commence à s'agiter. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Vous vous dites, ça y est, c'est l'affaire du siècle un peu, enfin l'affaire de la décennie en tout cas? Non. Je ne me dis pas que ça va déboucher sur 6 jours d'émeute, sur tout ça. Non, ce que je me dis, c'est... en fait, oui, effectivement, je suis à l'étranger et je reçois donc cette information, je pense, comme la grande majorité des Français qui ne sont pas ultra connectés toujours à leur téléphone. Et effectivement, je le vis comme la plus grande majorité des Français. Ce retour en France, où là, je remets cette casquette de journaliste et je vais me plonger dans ce dossier et c'est là où je me rends compte, mais en fait, l'image que moi j'avais et que donc la grande majorité des Français n'est pas conforme à ce qu'a révélé l'enquête. Pour vous, il y a une responsabilité des médias, justement, un peu dans ce mensonge, toutes en tout cas, ces contre-vérités qui se sont mises en place et qui sont restées. Un récit qui a été un peu écrit de toutes pièces et où la réalité n'est pas sur la le même. moment, il y a forcément une responsabilité. Après, j'ai trop fait de faits divers et je me suis moi aussi trompé. En revanche, là où il y a une responsabilité et une erreur, c'est aujourd'hui. C'est quand je lis des dépêches ou d'autres papiers de confrères, mais encore très récemment, qui présentent l'affaire Naël comme un jeune homme qui est mort lors d'un contrôle de police. Non, Naël n'est pas mort lors d'un contrôle de police. Naël est mort lors d'un refus d'obtempérer. Le contrôle de police, c'était 2 minutes 40 avant, quand Naël a refusé d'obtempérer. Là, au moment du tir, c'est une phase d'interpellation. Et en fait, aujourd'hui, présenter les faits comme un contrôle de police qui a mal tourné, c'est absolument faux. Surtout quand on sait ce qu'a donné l'enquête derrière, où l'enquête a permis de raconter ce qui s'était passé pendant 2 minutes 40. Et ça, les médias l'occultent grandement. Pour clôturer cet entretien, justement, là, on parle des médias, la manière de faire. Comment on devient, en fait, un peu journaliste police-justice? Comment on écrit une enquête comme ça? Comment ça se passe en fait? Beaucoup de gens ne savent pas forcément déjà ce qu'on fait en tant que journaliste, mais en particulier journaliste police-justice, on a l'impression que vous êtes au cœur de chaque affaire, que vous êtes limite à côté des policiers pendant la scène de crime. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on fait ça? Comment on fait une enquête comme ça? Eh bien, il y a un secret de fabrication déjà, Oui, que je ne évidemment. vais pas dévoiler. Non, faut pas. Voilà, mais s'il y a des grandes lignes ou quelques. Oui, mais je pense qu'il faut déjà moi, en rentrant, voilà, l'été s'est passé, j'ai laissé l'enquête se dérouler. Et en fait, à chaque moment, à chaque acte d'enquête, en fait, faut coller au dossier, quoi. C'est-à-dire, faut aller voir les sources, faut leur demander où on en est, qu'est-ce qu'il y a, voilà, se montrer intéressé par le sujet, repérer aussi les failles, les zones d'ombre.
parce que en fait, c'est ça derrière qui va questionner, interroger, et qui parfois aussi fait avancer l'œuvre de justice. Et ça peut faire avancer, oui, on peut découvrir quelque Bah, chose et d'un coup, il y a plein de journalistes qui l'ont... oui, c'est-à-dire que le travail des médias, le travail du journaliste, c'est un observateur du travail en fait de la police et de la justice. Il observe ça de son point de vue et parfois quand il met en lumière des choses, des zones d'ombre, bah, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, c'est-à-dire que certaines choses vont être rectifiées et donc c'est important de suivre ces affaires judiciaires, de ne pas les laisser sombrer dans l'oubli. Et ce qui est dur aujourd'hui, c'est qu'il faut beaucoup plus d'énergie aujourd'hui en fait pour rétablir les faits qu'il n'en a fallu à l'époque pour délivrer un récit qui était erroné. C'est ça qui est compliqué dans cette affaire. C'est que 2 ans et demi après, on sait ce qui s'est passé. Et la première version, il y a encore des gens qui sont persuadés que cette version est la vérité. Voilà. Ben, en tout cas, si vous voulez vraiment comprendre ce qui s'est passé, je vous invite à lire Dernier recours, enquête sur l'affaire Naël, le livre du coup de William Molinier qu'on a reçu aujourd'hui. Et merci beaucoup pour Gaspard. cet entretien passionnant. Merci. Merci.